Donc, la deuxième partie du cours, la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse de l'enfant. Bon, j'ai vu tout à l'heure vos messages, donc je ne sais pas si j'aille très vite parce que j'ai peur de la connexion. C'est la première fois que j'utilise cette technologie, bon, même si on est en retard, donc vous m'excusez un peu. D'accord. Et tellement j'ai beaucoup de choses à donner pour le syndrome néphrotique, mais ça ne suffit pas. Donc, comme ça ne suffit pas. Donc, deuxième pathologie qu'on va voir, c'est la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse de l'enfant. Donc, déjà dans la nomination, dans le nom, glomérulonéphrite, l'unité fonctionnelle du rein, le glomérule, et tout ce qui entoure le glomérule, il y a une it, il y a une inflammation, mais qui est aiguë. Il y a une évolution aiguë, ce n'est pas la chronique post-infectieuse. Donc, il y a une étiologie infectieuse. Avant cet épisode, elle est dite post-infection glomérulonéphritis. C'est par définition, si on parle de GNA, c'est quoi? C'est une inflammation aiguë non suppurative, c'est-à-dire il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de germes. Si on fait une étude anapathe ou bactériologique, il n'y a aucun germe qu'on retrouve dedans, même en plein poussée, qui est diffuse, généralisée des glomérules des deux reins. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul rein qui est touché, c'est les deux reins qui sont inflammés et tous les glomérules. Tout à l'heure, je vous ai dit HSF. HSF, c'est une hyalinose segmentaire et focale, c'est-à-dire une partie du glomérule et pas la totalité des glomérules, un certain pourcentage. Là, c'est tous les glomérules qui sont inflammés, mais sans qu'il y ait de germes au moment de cette inflammation. Cette GNA peut être secondaire à de nombreuses infections. J'ai mis la affection, mais beaucoup plus, c'est une infection. Dont la plus fréquente, c'est le post-streptococcique, le streptocoque. Le streptocoque, c'est un germe des milieux défavorisés, pauvreté, la promiscuité. C'est ça. C'est pour ça qu'on la voit dans notre pays encore. Dans les pays développés, c'est une pathologie qui est rare. Le post-streptococcique, elle est rare. C'est la plus fréquente en Algérie. Sa gravité, elle est liée aux complications aiguës au moment de la poussée, notamment l'HTA avec toutes ses complications. Vous pouvez avoir un état de mal convulsif, un OAP, vous pouvez avoir une insuffisance rénale qui nécessite de la dialyse. La prévention, ça concerne tous les actes pour la prévention du streptocoque. C'est le traitement correct de toutes les streptococcies, la peau et la gorge. Dans notre pays, il est obligatoire de traiter les angines ou les pharyngites par l'antibiothérapie en visant le streptocoque, c'est-à-dire la pénia, l'extensinine ou bien les macrolides. Alors qu'ailleurs, il faut d'abord faire le streptotest pour donner les antibiotiques. L'épidémiologie, donc, c'est une pathologie qui est différente du syndrome néphrotique. Elle se voit partout dans le monde, mais surtout dans les pays sous-développés. Donc, améliorer les conditions de vie, on ne va plus voir cette pathologie. Pour le streptocoque souche, certaines souches, comme vous le savez, il y a les souches qui sont responsables du RAA, mais qui sont différentes de celles responsables de cette pathologie. On les appelle les souches néphritogènes, c'est-à-dire un enfant qui a été affecté par une souche rhumatogène ne va pas faire en même temps une GN, parce que la composition, ou bien la composition antigénique, elle est différente. Le risque, après avoir fait une infection à streptocoque, il dépend du sérotype et du foyer infectieux. C'est-à-dire, si vous faites une angine ou bien vous faites une atteinte cutanée, le risque n'est pas le même. Par exemple, si on prend le sérotype 49, le plus fréquent, lorsqu'on fait, l'enfant il fait une atteinte cutanée, une infection cutanée, un impédigo par exemple, il est à risque 5 fois plus de risque de faire une GNA que s'il fait une angine avec le même sérotype. L'épidémiologie, la saison, c'est la saison des pharyngites, les infections cutanées. Pour les pharyngites, c'est l'automne, l'hiver, c'est ça les pharyngites. Pour les infections cutanées, les pétigots, c'est beaucoup plus l'été. C'est là où on est dévêtu, les enfants sont dévêtus. Les filles sont touchées plus fréquemment que les garçons, aucune explication. Et ça concerne l'âge préscolaire, l'enfant il est plus vulnérable aux infections entre 2 et 12 ans, généralement. Pas de 12 ans, normalement c'est 2 à 6 ans. D'accord? C'est pas 12 ans. 12 ans, c'est le syndrome néphrotique. Donc, vous corrigez sur le.
le Power. Là, vous avez une composition du streptocoque. Donc, la souche qui est toxique, c'est la protéine M. C'est elle qui a une ressemblance, la composition avec les acides aminés, elle ressemble à la structure de la membrane basale glomérulaire. Ce qui fait que cette protéine M, donc, s'il y a une production d'anticorps antiprotéine M, ils vont se tromper. Donc, ils vont dire que la membrane basale glomérulaire, elle ressemble à cet antigène. Et donc, vous aurez des anticorps antimembrane basale glomérulaire. Il y aura une inflammation. Il y a le complément qui va venir, qui va provoquer une réaction des enzymes et entraîne un syndrome néphritique aigu. Là, je reviens toujours sur cette image que j'adore. C'est le glomérule. Donc, vous voyez le podocyte. Je ne sais pas si je peux faire... attendez, très bien. Là, c'est le podocyte, ce que vous voyez ici. Ça, c'est les ramifications, les prolongements. Un podocyte, il émet des centaines de ramifications. Pourquoi? Parce que là, entre les ramifications, il y a les diaphragmes de fente, les villosités, ce que vous voyez ici. Et c'est là où se fait la filtration glomérulaire. Donc, pour faire cette filtration, il faut avoir plusieurs ramifications pour augmenter la surface d'échange. Et cette structure va maintenir la structure du glomérule. Vous avez le capillaire qui est ici. Il y a une pression hydrostatique, donc l'artère afférente et l'artère efférente. Le sang, il arrive avec une certaine pression. S'il n'y a pas cette structure, il y aura un éclatement avec détachement de ces podocytes. Et ça va entraîner ce qu'on appelle la HSF, la hyalinose segmentaire focale. Le bon Dieu, il a fait cette structure pour que le podocyte résiste à cette pression hydrostatique. À un moment donné, il y a une disparition de ces ramifications, c'est ces doigts, ces petits doigts, et donc il n'y aura plus de filtration glomérulaire. C'est comme dans le syndrome néphrotique, la hyalinose segmentaire et focale. Là, je vous ai mis le podocyte, toujours il est là. Si vous agrandissez, donc il y a des gènes. Et ça, c'est multiples, une dizaine de gènes, une centaine de gènes. Donc c'est une usine, le podocyte, c'est une usine pour les gènes. Et qui, s'il y a une anomalie génétique, ça donne un syndrome néphrotique génétique ou autre lésion, comme la HSF. Donc, je reviens. Là, vous avez toujours, attendez, c'est le grossissement. Donc, vous avez le capillaire, il est là. Bon, je change la couleur un peu. Attendez, très bien. Le glomérule, il est là, le capillaire. Vous avez la membrane basale glomérulaire et vous avez des ramifications, le podocyte et ses ramifications. Et entre, c'est le diaphragme de fente. Là, la filtration, elle se fait comme ça. Normalement, les protéines sont retenues, c'est l'albumine. Donc, le grossissement, c'est la microscopie électronique par là. La membrane basale, elle a 3 couches. S'il y a une inflammation, donc il y aura un épaississement, un durcissement, et donc ça va gêner la perméabilité glomérulaire. Donc, il n'y aura plus une hyperfiltration. Il y a une retention ici. Le liquide ne va pas être épuré pour passer dans les urines. Et c'est pour ça que vous aurez les déchets, accumulation des déchets azotés, le potassium, le sodium, etc. Et donc, la physiopathe de la GNA, elle est totalement différente du syndrome des patients et arrêt de la perméabilité de la filtration glomérulaire. Et c'est pour ça que le traitement, il est basé beaucoup plus. Ce n'est pas les corticoïdes, il n'y a rien ici. Donc, tout est ici. Donc, il faut donner des diurétiques et faire même l'épuration extrarénale. Les autres germes de la GNA, donc en plus du streptocoque, tout germe, qu'il soit virus, bactérie ou parasite, il peut donner par la suite cette inflammation, cette réaction inflammatoire. Donc on peut voir la syphilis, le staph, la leishmaniose, le paludisme, la bilharziose, les hépatites, que ce soit B et C, l'HIV. Il y a également même le virus de la grippe. Il peut donner par la suite une GNA. L'anapathe, elle va montrer des lésions spécifiques pathognomoniques. C'est typique de la GNA. C'est-à-dire, si on fait une PBR, on trouve ces lésions, on dit que l'enfant, le sujet, il a fait une GNA post-infectieuse, pas post-streptococcique, post-infectieuse. Donc, ça permet un diagnostic soit au moment de l'infection ou bien rétrospectif.
C'est pour ça, si on trouve certains éléments cliniques d'impureté, par exemple le C3 qui est bas, on le voit dans la GNA, on fait la PBR, on retrouve ces lésions, même en présence d'un syndrome néphrotique, on va dire que c'est un syndrome néphrotique secondaire à cette GNA. Donc ça, c'est l'intérêt de la PBR. Donc c'est des lésions, il y a une inflammation, donc automatiquement, il y a une augmentation des volumes des glomérules, tous les glomérules, une prolifération cellulaire mésangiale, il y a beaucoup de cellules, mais les capillaires sont normaux. Ce n'est pas une vascularite, ce n'est pas une capillarite, mais c'est le glomérule. En immunofluorescence, il faut qu'il y ait une fixation du C3 et l'anti-IG sur le dépôt sous la forme d'un AMS ou bien en bosse. Ça, c'est très typique. Cette fixation du C3 explique cette hypocomplénie qu'on retrouve, mais qu'elle est transitoire. Normalement, elle doit se normaliser ici. Vous avez ici, bon, je vais revoir ici. Donc ça, c'est le glomérule. Là, ils sont augmentés de volume, tous les glomérules. Et ce que vous voyez en noir, c'est les cellules. C'est une hypercellulorachie mésangiale. Un grossissement, c'est tous les éléments nucléés, c'est le noir. Trop, il y a les polynucléaires, il y a une prolifération également. Et là, c'est le C3. Donc, ce que vous voyez ici. Donc, il est fluorescent. C'est très typique, c'est-à-dire celui-là n'a pas, il voit ça, un dépôt de C3. C'est des AMS. On les appelle les AMS. Et donc, il vous dit, il va vous répondre une GNA post-infectieuse. Bon, pour la pathogénie, donc c'est une maladie immunologique like. C'est des anticorps qui vont activer, c'est une réaction anticorps, antigène, complément, qui va activer le complément et qui va détruire la membrane basale glomérulaire. Attendez. Donc, vous avez ici la membrane basale glomérulaire, l'endothélium avec les fénestrations, là où se fait la filtration glomérulaire. Et là, c'est le podocyte avec les ramifications. D'accord? Donc, il y a une réaction qui vient par le sang. C'est le sang qui ramène l'antigène et l'anticorps. Donc, il y a un anticorps, plutôt un antigène dans le sang. Il y a une fabrication d'anticorps anti-antigène, anti-strepto, si je dis. Donc, mais comme il y a une ressemblance antigénique, il va reconnaître certains sites, il va se déposer, il va activer le C3. Le C3, c'est la voie du complément. Et il y a une réaction qui est mise en jeu avec certains les médiateurs de l'inflammation. Et donc, ça provoque cette dégradation, détachement des podocytes et diminution de la filtration glomérulaire. Donc, tout simplement, une inflammation, une baisse de la filtration glomérulaire, une retention hydrosodée en amont, œdème et HTA. La lésion des glomérules d'inflammation va donner l'hématurie et la protéinurie. Le taux de rénine, il est toujours bas. Il n'y a pas une activation du système rénine, angiotensine, aldostérone. Il n'y a pas une hypovolémie ici. Et ça, c'est à la différence du syndrome néphrotique. Donc là où il y a une hyperréninémie. L'étude clinique, le type de description, on va voir le post-streptococcique, la GNA post-streptococcique. Son début, il est rarement brutal. C'est à la différence du syndrome néphrotique. Vous pouvez voir un fébricule, température mais qui monte à 40 degrés après, des nausées, des vomissements, des lombalgies. C'est le signe de l'atteinte rénale. Un accident hypertensif, OAP ou convulsion, une anurie. Le plus souvent, le début, il est insidieux avec des œdèmes des paupières, des membres inférieurs, avec prise de poids. Hématurie, elle attire l'attention sous forme d'une coloration foncée des urines. Un malaise général, une fatigabilité avec fébricule. Les œdèmes en phase d'état, c'est les œdèmes. C'est l'HTA, c'est la baisse de la duresse, le syndrome néphritique aigu. Les œdèmes, c'est les œdèmes de type qui sont blancs, comme le syndrome néphrotique, mais ils sont moins intenses. Blancs, mous, déclives, indolores et gardant le godet. Ils sont souvent discrets, soit violets, ou bien les paupières. Parfois intenses, sous forme d'acide péricardique, épanchement pleural, mais rarement une anasarque. Ce n'est pas comme dans le syndrome néphrotique, les œdèmes sont au premier plan. L'HTA, par contre, elle est présente dans 50% des cas, même si elle n'est pas diagnostiquée, c'est-à-dire si elle n'a pas été mesurée. Elle est systolo-diastolique sur les deux tensions, la minime et la maxime. Parfois diagnostiquée ou la suspectée devant des céphalées. L'enfant, il se plaint de céphalées, de torticolis, de douleurs au niveau de la nuque, une photophobie, donc ou bien des vomissements. Donc, il faut toujours être vigilant sur la prise de l'attention chez l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas comme chez l'adulte.
Parfois, elle est menaçante, dépassant le 30 mm mercure, le 97e percentile sur la courbe d'André. Bon, pour la tension artérielle, le diagnostic chez l'enfant, c'est pas comme chez l'adulte. Il y a une courbe, comme vous avez les courbes pour le poids et la taille, il y a également des courbes pour la tension artérielle. En fonction de la systolique, il y a une courbe pour la systolique et une courbe pour la diastolique. Il y a des percentiles à côté. Et en bas pour les abscisses, c'est en fonction de la taille. La tension, elle est calculée en fonction de la taille de l'enfant. Chaque taille a une cible de tension artérielle. Et donc, en fonction de cette taille, on peut dire que la tension, elle est normale, qu'il y a une prétension, pré-HTA, ou bien une tension limite, HTA limite. Il y a une tension HTA confirmée, il y a une HTA menaçante. Menaçante, c'est-à-dire il y a un risque vital, un risque fonctionnel et qui nécessite un traitement par voie parentérale. Comme ça, c'est-à-dire si vous mesurez la tension artérielle chez l'enfant, vous saurez quel traitement vous allez adopter, soit une simple surveillance, soit un traitement par voie orale, ou un traitement, une hospitalisation et un traitement par voie parentérale. Vous pouvez prendre sur Internet courbe d'André, tension artérielle, et vous aurez cette courbe. À côté de ces deux symptômes, la baisse de la diurèse. Il y a une diminution de la filtration glomérulaire, donc l'oligo-anurie, parfois même anurie, avec une diurèse moins de 10 cc par heure. Et les urines, s'il y en a les quelques gouttelettes que vous avez, ou bien si vous sondez le malade, vous allez trouver un aspect très caractéristique. C'est un bouillon sale. C'est comme le coca, comme le Pepsi. Et parfois, franchement sanglant, c'est-à-dire rouge. Donc cet aspect, il est très caractéristique de la GN. C'est-à-dire parfois, seulement en sondant un malade, vous demandez une chimie des urines, quand vous voyez les urines, vous dites, là, c'est une GN. D'accord? Donc c'est vraiment très caractéristique. L'aspect bouillon sale, vous voyez ici, donc c'est ça l'aspect bouillon sale. C'est comme le bouillon sale, c'est comme si vous faites cuire les légumes. Donc l'eau de bouillon, c'est ça cette bouillon sale. Sur des éléments radioactifs en flocons de neige, donc attention, auscultez votre enfant. Il risque de faire un OAP, de faire même une péricardite. Donc les crépitants et l'aspect en flocons de neige, plutôt en aile de papillon. Excusez-moi, c'est pas le flocon de neige. À la biologie, donc la clinique, vous avez le début, la phase des arts, mais à la biologie, vous avez au niveau des urines, au niveau de sang. Au niveau des urines, donc, vous faites d'abord la chimie des urines. La chimie des urines, la bandelette urinaire, c'est un moyen de dépistage. Donc, ça a permis de dépister pas mal d'infections rénales. Donc, d'abord, vous allez le voir, la protéinurie. Vous pouvez avoir une protéinurie, mais qui n'est pas néphrotique. Une croix, deux croix, et même trois croix parfois, si le syndrome néphrotique, il est secondaire à cette GN. On va voir l'hématurie, c'est l'élément le plus important. Une croix, deux croix, trois croix, parfois elle est massive, plus que la protéinurie. Au niveau de la collecte des urines des 24 heures, vous allez voir une protéinurie de type néphrétique avec une concentration ou un débit moins de 50 mg par kg ou par rapport à la surface corporelle. Si la protéinurie des 24 heures elle est supérieure à 50 mg, on parle d'une protéinurie néphrotique. On revient au syndrome néphrotique, la protéinurie néphrotique ou bien sur l'échantillon urinaire. Une baisse de l'urée de la créatinine et du sodium urinaire. Il y a une baisse de filtration. La créatinine n'est pas filtrée, n'est pas épurée, n'est pas expulsée dans les urines. Le culot urinaire, si vous faites le CBU, donc il y a des hématies, c'est très important. Les cylindres hématiques, il y a beaucoup de sang. Et il y a des leucocytes parce qu'il y a une inflammation associée. Au niveau sanguin, normalement, on n'a pas le profil du syndrome néphrotique, sauf s'il y a un syndrome néphrotique associé. Les protéines, les lipides, l'ionogrammes sont souvent normaux. Bien sûr, l'ionogramme, si vous avez plutôt une insuffisance rénale, vous pouvez avoir une hyperkaliémie et une hyponatrémie, il y a une hyperinflation. L'urée et la créatinine, ça dépend de la fonction rénale, mais généralement, elles sont augmentées. Donc, toujours les voir. L'immunologie, donc le bilan immunologique, parce que c'est une infection immunologique, c'est une inflammation post-immunologique. Vous avez les éléments cliniques. L'enfant, il fait une infection cutanée ou bien une angine. Il y a un intervalle libre pour qu'il y ait un développement de la réaction immunitaire, le développement des anticorps antistrepto qui vont s'attaquer à la membrane basale glomérulaire. Cet intervalle, il est de 2 à 3 semaines généralement. Si vous voyez que l'enfant, il est en même temps
avec l'infection. Donc, c'est pas, il faut penser à un autre diagnostic. La réaction immunologique, elle met du temps. C'est la réaction primaire. Comme vous voyez, avec la vaccination, vous avez la réaction primaire et secondaire. Le dosage de la fraction C3 du complément est toujours abaissé, c'est-à-dire que le complément, il est consommé. Il est utilisé ailleurs, il est consommé au niveau de la membrane basale. C'est pour ça que quand on fait la PBR, on le retrouve fixé. Donc là, c'est très capital, c'est capital pour le diagnostic. La bactériologie, soit vous faites un prélèvement de gorge, l'enfant, il est porteur du strepto. Le strepto, c'est un germe qui ça profite. Dans certaines conditions, il devient pathogène. Donc, il y a une localisation au niveau de la gorge. Mais également, on peut trouver ça, l'origine, c'est les anticorps antistreptocoques, tels que les antistreptolysines, les ASLO, ou bien les streptokinases, et surtout la DNase de type B. C'est des anticorps spécifiques du streptocoque. Le diagnostic, c'est l'association d'un syndrome, l'association clinique d'un œdème, des œdèmes de type rénaux, pour avoir les caractéristiques, de l'oligurie, d'une HTA, d'une protéinurie, quel que soit son débit, de l'hématurie. Ça, on l'appelle le syndrome néphritique aigu, quelle que soit sa cause. Donc, si vous avez ces éléments réunis, on dit qu'il y a un syndrome néphritique. Par contre, un syndrome néphrotique, on a vu tout à l'heure, c'est d'autres éléments. La preuve de la nature immunologique, que ce soit l'intervalle libre et le C3 également qui est abaissé. Et la preuve de l'infection streptococcique. Soit vous avez un prélèvement de gorge, c'est-à-dire un portage chronique du strepto, ou bien vous avez les anticorps. Si vous avez ces trois éléments, donc vous pouvez dire qu'il s'agit d'une GNA post-streptococcique. Bien sûr, parfois on peut faire le diagnostic rétrospectif. On a fait une PBR, il y a une indication, on va voir les indications de la PBR, et on a trouvé l'aspect typique de la GNA, l'épaississement, l'hypercellulorachie, les IMS, les dépôts de C3 en bosse. On dit qu'il y a un syndrome, une GNA post-streptococcique. L'évolution. Une GNA, comme j'ai dit, elle peut être mortelle durant la phase aiguë, parce qu'il y a une insuffisance rénale, il y a une HTA, qui peuvent être graves. L'HTA, elle peut avoir ses complications, l'insuffisance rénale également. Si cette phase aiguë, elle est dépassée, généralement, cette GNA va régresser et l'évolution, elle est bonne. Les récidives sont très rares, exceptionnelles, mais possibles. Parce que l'enfant, il grandit, le risque d'infection, il est minime. Donc, l'évolution, elle est favorable dans la majorité des cas. Une disparition progressive des œdèmes, une chute de poids. Les œdèmes, leur traduction, vous pouvez les voir avec les poids. La normalisation de la tension artérielle et la reprise progressive de la diurèse. La normalisation du C3, le complément, se fait généralement dans les 2 mois, au bout de 2 mois, et les assos après les 15 jours. Pour la guérison, évolution. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'enfant, il a bien évolué durant 2 mois, qu'il a guéri. Il faut attendre 1 mois, parce qu'il y a certains éléments qui ne disparaissent qu'après 1 année. Ces éléments sont la guérison, donc c'est la disparition des signes cliniques, des signes biologiques, sauf pour l'hématurie. Elle peut persister jusqu'à 2 années, généralement, mais elle est microscopique. Si après 2 années, l'hématurie, elle est toujours présente, même microscopique, pensez à une autre pathologie qui a vraiment ressemblé à cette GNA. Et la fonction rénale doit être correcte. Après, normalement, 1 mois, elle est correcte, la fonction rénale. Les complications aiguës, ce sont les complications aiguës de la GNA. Ce sont les complications de l'HTA, de la retention sodée. Vous avez l'œdème aigu du poumon, donc attention à l'auscultation et la radio du thorax. Convulsion par HTA avec possible encéphalopathie hypertensive. Donc, l'enfant, il vous vient avec un état de mal convulsif ou bien avec un AVC. AVC ischémique, AVC hémorragique. Là, il faut sonder le malade, prendre sa tension artérielle, sonder le malade pour voir la chimie des urines en moins et la fonction rénale. La morose, donc c'est une perte transitoire de la vision, une cécité, mais qui se récupère après la poussée. Donc, heureusement qu'elle est réversible. L'anurie, elle peut être grave si elle va persister plus de 5 jours. Donc l'enfant, il est anurique, il nécessite de la dialyse, soit une hémodialyse, soit de l'ADP. Si cette anurie va persister plus de 5 jours, il y aura des dégâts
des séquelles sur le rein en dehors de cette GNA. C'est-à-dire, la GNA, elle va évoluer, mais lui, l'anurie, elle aura ses séquelles. Le pronostic de la GNA, c'est beaucoup plus le court terme. C'est pendant la phase. Si on a des complications telles que l'HTA ou l'insuffisance rénale, il faut faire attention à ça. Mais généralement, à long terme, c'est l'histologie, elle est de bon pronostic. Sauf si on va trouver quelques proliférations qui peuvent évoluer vers la chronicité et atteindre la fonction rénale. Les indications de la PBR dans la GNA. S'il y a une anurie de persistance plus de 5 jours, soit c'est pour voir, quand on fait la PBR ici, elle est précoce, soit c'est pour voir les séquelles de cette anurie, il y a une nécrose rénale au niveau du rein, nécrose des glomérules, il y a une mort des glomérules. Donc, vous aurez une réduction de la masse fonctionnelle du rein. Et il y a un risque d'atteinte de la fonction rénale, donc évolution vers la chronicité. Ou pour voir certains types des lésions qu'on voit, c'est des proliférations extracapillaires, endo-extracapillaires, qui ont un mauvais pronostic sur le rein. Quand il y a une HTA qui persiste plus de 15 jours, parce que l'HTA, normalement, au début, elle est liée aux premières semaines, 10 jours, c'est la retention sodée. Donc, mais si elle persiste après, c'est qu'il y a autre chose, ou bien des séquelles également. Ou une insuffisance rénale, c'est-à-dire un chiffre, une fonction rénale, qui est anormale pendant 15 jours. Si vous constatez un syndrome néphrotique qui persiste plus de 1 mois, ou il apparaît secondairement, également, il faut faire une PBR. Si le complément ne se normalise pas après le 2e mois, donc il y a un processus immunologique qui le consomme de façon permanente. Donc, ce n'est pas la GNA, c'est une autre maladie immunologique, un lupus par exemple. Et si vous avez une protéinurie qui n'est pas néphrotique, mais qui est importante, supérieure à 1 gramme par jour, mais qui dure plus de 6 mois, cette protéinurie elle-même, c'est-à-dire même s'il y avait eu GNA, elle va entraîner des dégâts sur le rein. Donc, c'est elle qui est à l'origine des lésions, de nouvelles lésions, ou bien en rapport avec une autre pathologie qui a simulé cette GNA. Microscopique dure plus de 1 mois. Recherchez une autre pathologie, par exemple, maladie de Berger. Hématurie microscopique plus de 18 mois, parfois c'est 2 années, on attend 2 années. Si elle persiste plus de 2 années, il faut faire une PBR pour rechercher le fond, par exemple, une maladie, l'Alport. On va voir avec les diagnostics différentiels. Les indications de la PBR, leur intérêt, c'est-à-dire juste au cours de la poussée, lorsque vous avez, c'est pour évaluer la gravité, séquelles ou autres diagnostics possibles, et s'il y a un autre diagnostic, par exemple, vous avez un cortège clinique bien évident, vous faites le complément et il est normal. Ou bien vous avez un âge, ce n'est pas l'âge de la GNA, moins de 2 années, l'infection streptocoque. Là, vous avez un doute diagnostique. Est-ce que ce n'est pas génétique, ce n'est pas une maladie génétique? Autre chose. Vous faites votre PBR. Si votre PBR va montrer les AMS, les bosses, la fixation du complément, c'est très typique parce que ça dure des mois pour disparaître. Donc, vous posez un diagnostic rétrospectif. Donc, l'enfant, il a fait la GNA, il a normalisé le complément, et donc, vous êtes tombé, il a normalisé rapidement dans 2-3 semaines, et donc, quand vous avez fait le bilan biologique, vous avez trouvé le complément normal. Donc, vous avez fait la PBE, 2-3 jours, vous avez le résultat, c'est bon, c'est une GNA. Ou bien, c'est pour voir les séquelles. Comme j'ai dit, une anurie qui persiste plus de 5 jours, il y a un risque, c'est-à-dire elle va évoluer sur son propre compte. Il y a une nécrose. Donc, vous allez voir pour voir le pronostic et les séquelles. Tardivement, c'est pour éliminer un diagnostic différentiel, notamment le lupus et la GNP, la membrano-glomérulonéphrie, membrano-prolifératif, toujours d'origine immunologique. Et là, vous avez les critères, c'est la protéinurie qui persiste plus d'1 mois, l'hématurie macroscopique, la baisse du complément en plus de 2 semaines, ou bien une rechute, un 2e épisode. Comme j'ai dit, c'est exceptionnel, mais c'est possible, mais de préférence, faire la PBR. Les formes cliniques. Bon, là, la forme que j'ai présentée, c'est la forme typique. Et ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas aussi facile. Parfois, il nous arrive, moi, je suis je suis bien en néphrologie pédiatrique, mais parfois, c'est très difficile entre GNA et un syndrome néphrotique.
ou bien un purpura hématoïde. Donc, il y a des formes latentes ou asymptomatiques. Donc, ce sont les cas non diagnostiqués. Vous faites une angine, on fait une angine qui nous dit qu'on n'a pas fait UGNA par la suite. On ne sait pas, parce qu'on ne fait pas une évaluation après 10 à 15 jours. On ne fait pas la chimie des urines, on ne voit pas les urines, qu'est-ce qui se passe au niveau des urines, ni au niveau du sang, le complément, le dose pas. Donc, si, parmi des études qui ont été faites, des travaux, ils ont prouvé, toute angine, donc 50% des angines se compliquent d'une GNA, qui est asymptomatique, sans signe, rien du tout. Les formes sans hématurie ni protéinurie. Là, vous faites un bilan fortuitement comme ça. Vous avez demandé un bilan, vous allez trouver un Z3 qui est bas. Vous faites le diagnostic. L'enfant, il a fait le sujet, il a vu une infection dans les 15 jours auparavant, 15 à 3 semaines auparavant. Et si vous faites la PBR, vous trouvez les aslos, donc ce sont ces formes. Il y a des formes associées à un syndrome néphrotique, elles sont rares, heureusement. Pronostic sévère, parce qu'il y a des proliférations. C'est la membrane proliférative, c'est la membrane qui épaissit avec des anticorps. Il n'y a pas que le C3, il y a les IgG également. Et donc, ça, le pronostic, il est plus fâcheux. Il y a des formes compliquées d'emblée, l'OAP, les convulsions, l'amorose et la nuit. Il y a des formes selon l'âge. Donc, les formes d'âge préscolaire, elles sont plus fréquentes. C'est l'âge des infections streptococciques et les formes d'âge scolaire. Et elles sont moins typiques. Plus l'enfant il est grandi, plus le tableau il est moins typique. Le diagnostic, ou bien beaucoup plus les diagnostics différentiels. Qu'est-ce qui peut simuler une GNA? Ce sont les causes des syndromes néphrétiques aigus. Donc, il peut s'agir d'affections génétiques, comme la maladie de Berger. Là, c'est une affection génétique, c'est un problème des immunoglobulines, des IgA. Bon. Et donc, ils sont au niveau des reins, leur élimination va altérer le rein. Ces IgA sont produites lors des infections respiratoires ou des infections digestives. Et elles accompagnent les infections. C'est au moment de l'infection elle-même. L'enfant, ou le sujet, il fait une angine, ou bien une gastrite, une gastro-entérite, il fait le tableau urinaire. Donc, il n'y a pas d'intervalle libre. Le C3, il est normal, parce que ce n'est pas la même chose, c'est les problèmes des IgA. Et la PBR, elle va montrer, c'est les dépôts d'IgA. Et cette maladie de Berger, elle se caractérise par un fond chronique, c'est-à-dire en dehors de la poussée, vous trouvez, même dans la famille, une hématurie dans la famille, du côté paternel ou maternel. Une hématurie microscopique. L'enfant, donc, il a un fond d'hématurie microscopique, et quand il fait une fièvre, généralement, c'est la fièvre au moment d'infection, les urines se foncent. C'est l'hématurie. Chez l'enfant, les études, bon, ça peut évoluer vers l'insuffisance rénale, l'adulte également. Il y a des protocoles qui sont mis pour le traitement. Cette maladie de Berger, c'est la frangine du purpura hématoïde. Donc, c'est la même maladie, sauf que le purpura hématoïde, ça touche tous les organes. C'est une maladie multisystémique qui touche la peau, c'est la teinte cutanée, c'est le purpura en gants et en chaussettes, les classiques, articulaire, ce qui peut aller des simples arthralgies vers les arthrites, abdominales, c'est les douleurs abdominales, qui peut aller jusqu'à l'invagination intestinale, les hémorragies, l'atteinte rénale de la simple hématurie, protéinurie, un syndrome néphrotique, voire même une insuffisance rénale. Et à la PBR, au niveau du rein, on trouve des dépôts mésangiaux. Pour le purpura hématoïde également, c'est au niveau des inguinales. On peut faire une biopsie au niveau des angles et on trouve ce dépôt d'IgA. Comme j'ai dit, donc maladie de Berger et purpura hématoïde, c'est la même maladie. L'autre, c'est une maladie systémique, le purpura hématoïde, et le Berger, c'est l'atteinte rénale uniquement. Le syndrome d'Alport, c'est une maladie génétique héréditaire. La transmission, elle est variable. La plus classique, c'est la transmission récessive, donc liée à l'X. Généralement, les femmes transmettent la maladie et les garçons qui sont malades. Donc, rechercher des antécédents familiaux du côté maternel, plutôt, ce sont les oncles maternels qui sont malades, qui font des insuffisances rénales. Parfois une atteinte auditive associée, parfois donc soit une surdité l'enfant lui-même, c'est-à-dire l'enfant qui est malade, ou bien sa famille maternelle, les oncles maternels, ou bien les deux à la fois, qui se manifeste également par une immaturie généralement, c'est l'hématurie qui est caractéristique et qui évolue avant l'âge de 20 ans vers l'insuffisance rénale terminale. Cette maladie, heureusement, le syndrome d'Alport, c'est une maladie du collagène. Le diagnostic, on peut le poser, c'est le collagène qui constitue la membrane basale glomérulaire.
qu'on le trouve également au niveau de la peau. Donc, si on fait l'étude histologique de la peau, c'est une anomalie génétique du collagène. Le gène codant pour le collagène, en pose le diagnostic, c'est une maladie qui répond bien à la transplantation rénale. C'est-à-dire le sujet, il est transplanté, il ne va pas récidiver. C'est une bonne indication à la transplantation rénale. Il peut s'agir d'une exacerbation d'une glomérulonéphrite chronique, c'est-à-dire malade et il est soit connu, soit il n'est pas connu. Il est porteur d'une glomérulonéphrite, mais sans qu'il le sache. Il a des stigmates cliniques, biologiques, même échographiques, par exemple des reins de petite taille, ou bien l'écogénicité, elle est différente. Il est porteur il a fait des protéinuries, il a de l'HTA. Donc là, vous avez une anamnèse qui est chargée. Peut-être qu'il a même une petite taille, des signes d'hypocalcémie, d'hypovitaminose et hyperphosphorémie. Il n'y a pas d'intervalle libre. Et parfois, c'est l'évolution. On va voir l'évolution. Le lupus, il faut avoir les critères de Lara. Bon, comme simple chose, il faut faire en moi les anticorps anti-DNA. Les autres glomérulonéphrite non streptocoxiques, bactériennes, un staph, un pneumocoque, un hémophilus, un mycoplasme, les causes virales, Epstein-Barr, CMV, varicelle, les champignons, candida, les parasites, les schwannioses. Donc, toutes les germes parasitaires, bactériennes, virales peuvent entraîner une GN. La prise en charge, donc beaucoup plus, elle est symptomatique, c'est-à-dire ce que vous voyez, il faut le traiter, mais également, il y a des choses qu'il faut faire. C'est lutter contre l'infection streptococcique, parce que c'est une maladie de promiscuité. Le streptocoque, donc le portage chronique, il peut être disséminé, on peut le donner à une autre personne. Lutter contre la rétention hydrosodée et prévenir, traiter les complications. Les mesures hygiéno-diététiques, elles sont capitales. Là, le repos, il est capital. Ce n'est pas comme au syndrome néphrotique. Il faut bien se reposer. Le rein, il est inflammé, il faut diminuer, il faut favoriser l'épuration rénale durant la phase œdémateuse. Le régime sans sel, strict, il y a une retention, il faut diminuer l'apport en sel. Restriction hydrique, selon la durée, il ne faut pas dépasser les 500 cc par mètre carré par jour. Traitement médicamenteux, là, les diurétiques, ils sont capitales. Les antibiotiques, il faut lutter contre le portage chronique du streptocoque pour qu'il n'y ait pas de dissémination. Ce n'est pas pour le sujet lui-même. Donc, stériliser pour qu'il n'y ait plus de dissémination. Donc, dans notre pays, on utilise soit l'euraciline, c'est la pénie, pendant 10 jours. On peut utiliser une seule dose d'extensiline selon le poids. S'il y a une allergie, on peut donner un macrolide type érythromycine pendant 10 jours. Là, c'est capital. Les diurétiques, du moment qu'il y a une oligurie, diminution de la diurèse, même, ou bien une insuffisance rénale au niveau des chiffres, il faut utiliser les diurétiques. Le plus utilisé, ou le communément par voie IV, c'est le Lasivix, le furosémide. Il y a un protocole d'abord par voie parentérale, pendant 4 à 5 jours, puis passer à la voie orale. Il ne faut pas aller au-delà d'une semaine. Parce que la diurèse, elle va reprendre, la fonction rénale va se normaliser. Les antihypertenseurs, s'il y a une HTA, il faut traiter selon le seuil de l'HTA. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, HTA menaçante, confirmée et tout. En sachant que le diurétique, c'est déjà antihypertenseur. Et s'il faut ajouter d'autres, il faut ajouter par exemple le Loxène. Et parfois, en cas d'échec, c'est la dialyse. Soit l'hémodialyse par les appareils, soit la dialyse péritonéale. Les indications, toutes les formes, quelle que soit la forme, il faut faire le repos et les mesures hygiéno-diététiques et les antibiotiques. Bien sûr, s'il y a une HTA, il faut utiliser les antihypertenseurs, mais s'il n'y a pas d'HTA, ce n'est pas la peine. Et en fonction de la gravité, les autres. Traitement préventif, il faut prévenir toutes les infections, améliorer les conditions de vie. Dans notre pays, le traitement de taux de pharyngite, il faut la considérer comme étant post-streptococcique, donc utiliser une pénie A à défaut un macrolide. Dans les autres pays, c'est le streptotest. Donc, si le streptotest positif, il utilise des antibiotiques. Donc, en conclusion, la GNA, elle reste la glomérulopathie la plus fréquente en Algérie, malheureusement, toujours. Seul un diagnostic et un traitement précoce permettent d'éviter les complications précoces et graves. Parce que si vous avez vu, elle peut nécessiter de la dialyse, l'hémodialyse, et ça coûte. Au lieu de traiter une angine, vous allez faire une hémodialyse avec toutes ces complications pour un enfant. Sa prévention passe par le traitement correct des streptococci de la gorge et de la peau, surtout l'été, encore en été, en attendant l'amélioration des conditions socio-économiques. Et je vous remercie. Je suis pour les questions. Merci à vous. Alors, je vais les lire. Alors, la première question était
Hum, Dans le syndrome néphrétique, il y a aussi une disparition des podocytes et du diaphragme de Font. Oui? Est-ce qu'il y a une disparition du podocyte et du diaphragme de Font? Non, il y a le podocyte, comme je vous ai montré dans le schéma. Donc, c'est comme Mhm, un truc en haut et c'est comme la main. La paume de la main, c'est le podocyte et les ramifications, c'est les doigts. D'accord? Vous voyez? Mais il y a plusieurs doigts. C'est ça le podocyte. Il émet des milliers ou des centaines de ramifications. Et entre ces ramifications, il y a des palmures. C'est comme les palmures, tu as les canards et tout. C'est ça le diaphragme de fond. Donc le podocyte, il ne disparaît pas. Mais c'est les ramifications qui disparaissent. Et quand les ramifications disparaissent, ils s'effacent, il n'y a plus de diaphragme de fente. À certains moments, si le podocyte il disparaît, il est dans les urines, on appelle ça la podocyturie. Ça donne, c'est ce qu'on a, les HSF. C'est un des mécanismes de l'HSF, la hyalurose segmentaire et focale. Donc, dans le syndrome néphrotique, il y a disparition des ramifications. Mais dans la GNA, il y a une inflammation de la membrane baseuse. Je vous ai montré la structure des... Attendez, je reviens sur le schéma. J'arrive. Là. Donc, je vous ai montré ici. Donc, attendez, je reviens. En rouge. Là, ça, c'est les ramifications. Ça, c'est comme ses doigts. Et le corps, il est là, normalement, le podocyte. Et il émet ça. Ça, c'est le diaphragme de fond. Pour la GNA, c'est ça. C'est une inflammation qui est ici. Et s'il y a une inflammation, ça va gêner la filtration glomérulaire. D'accord? oui, c'est bon. J'ai Allô? bien précisé pour qu'on n'ait pas un problème d'écho. Ah oui, d'accord. Oui. Vous avez compris. Normalement, c'est pas moi qui a posé la question, donc j'espère que D'accord. son D'accord. ainsi va compris. La question qui suivait était pourquoi l'ionogramme est normal tandis qu'il y a une baisse de la filtration glomérulaire? Non, j'ai pas dit. Il peut être normal. Mais s'il y a une insuffisance rénale, vous pouvez avoir une hyperkaliémie. C'est l'insuffisance rénale. D'accord? La retention des déchets, le potassium qui n'est pas éliminé. Vous pouvez avoir une hyperkaliémie menaçante qui nécessite une épuration extra-rénale. Si l'inflation, s'il y a une retention hydrique importante, vous pouvez avoir une hémodilution, plutôt une hyponatrémie. D'accord? Donc, tous les aspects sont possibles. Normokaliémie, hyponatrémie, normokaliémie, hyperkaliémie, et plutôt, c'est-à-dire tout en fonction du degré de l'atteinte rénale. Oui? D'accord, très bien. La question qui suivait était après guérison, est-ce que le rein reprend son état histologique initial sans laisser des séquelles? Oui, j'ai dit ça, que la GNA, sans problème, c'est la phase aiguë. Tout ce que vous avez vu, tout ce que j'ai dit, c'est la phase aiguë. Et normalement, dans une année, pour dire qu'elle a guéri, il y a une reprise progressive. Et il y a une inflammation. Vous avez des anticorps. Déjà, le C3, pour être éliminé, c'est-à-dire pour qu'il reprend dans le sang, il nécessite 2 mois, jusqu'à 2 mois. Et puis, il ne va plus être utilisé au niveau du rein. Puis, les dégâts vont se corriger au niveau du rein. On attend jusqu'à 2 années. Si après 2 années, le stigma cinématurique va persister, c'est ça le témoin de l'inflammation. Si elle va rentrer dans l'ordre, donc l'inflammation, elle a disparu. Mais si elle va persister, c'est qu'il y a soit des séquelles, c'est des séquelles importantes, ou bien c'est une autre pathologie. Donc toute inflammation, elle met du temps pour disparaître. Et c'est la raison pour laquelle on peut poser un diagnostic rétrospectif par une PBR. Je fais une PBR à 6 mois du GNA, je trouve encore les boss, les HAMPS. On les appelle les HAMPS, ça témoigne que l'enfant il a fait une GNA. Oui, D'accord, merci. Une autre question. Un enfant qui a présenté une GNA et a été traité, est-ce que ça risquerait d'avoir des rechutes si le portage du streptocoque est non éradiqué? bon, je l'ai dit tout à l'heure que les rechutes sont exceptionnelles, mais sont possibles. C'est vraiment exceptionnel, parce qu'avec l'âge, l'immunité, même le strepto ne devient pas aussi pathogène.
Vous le constatez vous-même. Quand on est enfant, on fait beaucoup de pharyngite. On fait chaque 2-3 mois. Mais quand on grandit, vraiment, c'est exceptionnel. Mais c'est possible. Et parfois, s'il fait une deuxième rechute, c'est possible, c'est permis. Mais troisième rechute, il faut faire le PBR. Il faut revoir le système immunitaire. Il y a un problème d'immunité. Le C3, la voie du complément, elle n'est pas normale. Pour qu'il l'active, il y a une activation de cette voie du complément au niveau du rein. Il faut aller vers le complément, le facteur H, le facteur 13. D'accord? D'accord, c'est noté. Normalement, on a terminé avec les questions. C'était la dernière. Ah non, 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 non. Une autre question. C'est quoi une néphrite de Shunt? Ouais. Néphrite de Shunt, c'est les cardiopathies congénitales cyanogènes. D'accord? C'est dans ces cardiopathies, comme par exemple la TKTF. Il y a une hyperpression. Cette hyperpression, elle va au niveau du rein elle s'accompagne d'une réaction immunologique ou il y a une inflammation par la suite. La drépanocytose également. Dans la drépanocytose, il y a une hyperviscosité qui va affecter le rein, qui va toucher la membrane basale glomérulaire et vous avez cette atteinte rénale par la suite. Ce n'est pas au début, mais c'est par la langue. Après 10 années, à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, on commence à avoir ces pathologies. D'accord? Bon, Ok, c'est noté. La question qui suivait était, en ce qui concerne le dosage de la fraction C3, est-ce qu'il est toujours abaissé et peut-on le trouver normal? Si oui, est-ce que sa normalisation élimine le diagnostic? si vous avez suivi, tout ça, ça a été expliqué. Bon, le C3, normalement, il est abaissé, mais parfois, il se normalise au bout de 8 semaines. La normalisation doit se faire avant le terme de 8 semaines. Parfois, cette normalisation, donc 8 semaines, ça peut être la première semaine, ça peut être la deuxième semaine. Si le malade, il vient, il a fait une hématurie, une atteinte rénale la semaine passée, et vous l'avez vu cette semaine, deuxième semaine, il peut normaliser son complément. Donc, vous faites le complément, vous n'éliminez pas le diagnostic. Et là, donc c'est un cas suspect. Vous êtes obligé de faire la PBR. Vous avez un doute diagnostique. J'ai mis les indications de la PBR. Un doute diagnostique, c'est quand vous avez un complément qui est normal. Soit il s'est normalisé rapidement, ou bien c'est une autre pathologie. Donc, si vous trouvez un C3 qui est normal, vous êtes obligé de faire votre PBR. C'est ça, comme ça, vous posez le diagnostic, c'est histopathologique, ça va être un diagnostic anapathe. Est-ce que c'est ça? Mais si le C3, on le trouve normal, ça n'élimine pas le diagnostic Ça de... n'élimine pas, j'ai dit, si vous le trouvez normal avec tout le cortège que vous avez vu, il faut faire votre PBR parce que vous avez un doute diagnostique. Et là, si vous faites une PBR, vous trouvez les AMPS, les dépôts de C3, c'est ça votre diagnostic de GN, post-infectieuse. Très bien. Normalement, on a terminé avec les questions. C'était la dernière. C'est tout. Donc, dans l'intérêt du cours, entre les deux pathologies, il faut avoir cette sémiologie, la sémiologie urinaire. Syndrome néphrotique, c'est quoi? Quand je dis une protéine, c'est quoi la différence entre protéinurie néphrotique et syndrome néphrotique? Protéinurie néphrotique, c'est lorsque vous avez une protéinurie importante, supérieure à 50 mg par kg. Mais quand je dis syndrome néphrotique, c'est que j'ai la protéinurie et j'ai l'hypoprotéidémie et l'hypoalbuminémie. Si je parle de syndrome néphritique aiguë, c'est la retention, c'est l'oligoanurie, l'insuffisance rénale, l'hématurie, l'HTA. Donc, et qui m'oriente vers les étiologies, par exemple, ce que j'ai mis, diagnostic différentiel, la GNA et les autres diagnostics différentiels. Une GNA, vous n'avez pas posé de question. Comment je fais la différence entre GNA et syndrome néphrotique? Un syndrome néphrotique peut être secondaire à une GNA. Est-ce que je le traite selon le protocole du syndrome néphrotique ou bien un protocole différent? Là, l'analyse de votre dossier. Un syndrome néphrotique, si vous trouvez le C3 qui est bas, c'est une indication d'emblée à la PBA. Vous faites la PBA, vous trouvez qu'il y a une GNA. Il y a un protocole, c'est une corticothérapie, mais il y a un protocole à part, ce n'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est un protocole plus intense, c'est directement l'ébolus. Parce que l'inflammation, elle peut évoluer vers la sclérose, la fibrose. Et la sclérose, qui dit sclérose, la fibrose glomérulaire, dit
réduction de la masse fonctionnelle et donc risque d'atteinte ou l'abus. Ça va altérer le rein. Et après, au bout de quelques années ou des dizaines d'années, il y aura une insuffisance rénale. C'est pour ça qu'il faut traiter en urgence par des bolus de corticoïdes, voire même, c'est les immunosuppresseurs, le cyclophosphamide et autres. Oui? D'accord, merci. En fait, il y a une autre question. Est-ce qu'un traitement préventif des streptococci, quand le traitement préventif il est correct, est-ce qu'on peut éviter à 100% le syndrome? Ça réduit, ça réduit les infections post-streptococciques. D'accord? C'est bien. Mais ça n'élimine pas les autres étiologies de la GNA post-infectieuse. Comme j'ai dit, un virus, le virus de la grippe, il peut déclencher une GNA après. Parce que la GNA, c'est le complément. Si vous activez la voie du complément, ça y est, c'est bon. D'accord? Donc, vous réduisez peut-être à 90, 95%, même 99% le risque de GNA post-streptocoxique, mais le risque, il est toujours là. D'accord? Mais ça réduit énormément. En plus, le traitement des infections à streptocoque, les pharyngites, ça réduit également le risque de RAA. Et c'est efficace. Depuis la systématisation de la prise de la pénicilline, l'extensiline, on voit moins de GNA. C'est une constatation. Moins de GNA et moins de RAA. Oui? Normalement, c'est bon. C'était ma dernière question. D'accord. S'ils ont des questions, vous pouvez m'envoyer d'autres questions. C'est comme ça, demain, on verra si je peux. Donc, demain, on aura un cours de, je sais pas, méningite. On a fait rachitisme ou pas? Non, on n'a pas fait le rachitisme. On a fait que ces deux cours-là. Il nous reste la méningite, le rachitisme carentiel et un autre cours, je ne me souviens plus. Donc, Au moment, il nous reste 3 cours. demain, je vais vous faire rachitisme. Je vais essayer de faire les trois, d'accord? Comme ça, je sais pas. Je vais essayer de faire les trois demain. Il faut lire au moins le polygraphe. On commence D'accord? à 10h ou là, 9h30. 9h30 peut-être? On va essayer 9h30. D'accord? Très bien, très bien. D'accord. Allez, Merci merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir. À demain. Inch'Allah.